C'est le retour de la pause pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Aklesor Essor et Adam Adjronou. Nous étions avant la pause en train d'analyser donc l'actualité du Burkina Faso et Guillaume Soro qui se sent finalement comme s'il était chez lui au Burkina Faso, l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale qui avait rencontré il y a quelques jours le président de la transition nigérienne est arrivé également à Ouagadougou. Il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Il salue donc cette audience qui lui a été accordée, surtout par des pays qui sont dirigés par des militaires, alors que les pays qui ont des civils, des gouvernements jugés légitimes à leur tête, lui ont refusé leur accès. Quand on prend la personne de Guillaume Soro lui-même, Madame Adjronou, est-ce qu'il est vraiment en sécurité aujourd'hui, plus proche du Burkina et de la Côte d'Ivoire qu'il ne l'était lorsqu'il était très loin? Non, pas du tout. Et moi, je pense que mon analyse même va tourner à cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, lorsque vous regardez, en tout cas, l'actualité au premier plan, on a comme tendance, étant donné que ces pays-là sont en froid avec la Côte d'Ivoire, que Guillaume Soro est aujourd'hui en sécurité, ce qui n'est pas vrai. N'oubliez pas également que, en tout cas, ces pays-là sont toujours en tractation aussi bien avec la CEDEAO. Il y a des pays qui sont donc des locomotives pour amener ces pays-là à pouvoir renouer avec la CEDEAO. Et je pense que Guillaume Soro, d'une manière ou d'une autre, peut être également des sujets de concession pour donc arriver à rallier. Donc ça a existé, ce n'est pas seulement aujourd'hui ou ce n'est pas en Afrique que ça va commencer. Une monnaie d'échange. Tout à fait, c'est possible. Parce que nous parlons entre les États, un individu, quelle que soit sa puissance, ne saurait en tout cas être au-dessus de ces États-là, parce que c'est la vie de toute une population, des milliers de populations qui sont en jeu. En tout cas, sacrifier Guillaume Soro pour sauver la vie des milliers des populations, c'est vite fait. Et lorsque nous parlons de la politique, tout est possible. Donc, ce que Guillaume Soro aujourd'hui doit négocier, c'est de faire en sorte qu'on puisse passer par ces couloirs des négociations. Et je pense que le Togo est l'un des pays les plus pas cités qui aujourd'hui appuie le Niger à pouvoir rentrer, à lever dans ces sanctions avec la CEDEAO, de pouvoir négocier en réalité, faire des concessions pour qu'ils puissent donc rallier la Côte d'Ivoire ou pour du moins faire en sorte que Alassane Ouattara, étant donné que lui-même en tout cas essaie toujours de revenir avec cette rhétorique de ne pouvoir pas se représenter, faire en sorte que Guillaume Soro puisse retrouver en tout cas sa liberté totale, que de pouvoir rester dans cette vision inespérée que personne ne souhaiterait, de pouvoir donc rentrer encore en rebelle. Ce qui, de mon point de vue, serait difficile à arriver parce qu'aujourd'hui, tous ces pays-là sont des pays résilients, assez fragiles, donc ils ne peuvent pas, en tout cas, se mettre dans cet élan de guérilla entre États parce que c'est l'économie qui, aujourd'hui, est le point central qui les préoccupe. Donc je pense que Guillaume Soro n'est pas pour autant en sécurité comme il le pense. Guillaume Soro, quand les chefs de transition le reçoivent dans leur palais, discutent avec lui, connaissant le personnage, qu'est-ce que ces pays cherchent également à prouver en recevant l'ancien président de l'Assemblée nationale? Je l'ai déjà, c'est seulement une tentative d'intimidation, juste pour dire que nous avons votre ennemi, dont nous aurons votre secret, sans oublier que Guillaume Soro, lui seul ne pèse plus en tant que tel, parce que moi je me dis que les accords entre les États ou les nations sont tellement plus importants qu'un individu ne peut pas. Et Guillaume Soro n'est plus Guillaume Soro d'antan. C'est-à-dire qu'il avait presque une armée derrière lui. Aujourd'hui, il est seul. S'il faut le dire, on parler. Parce que même ses alliés, ses collaborateurs sont enfermés en Côte d'Ivoire. Et l'une des choses que je reproche à Ouattara, c'est quand il a lancé la réconciliation nationale, il a fait erreur ou il a omis de ne pas inviter Guillaume Soro, puisqu'il a pu pardonner à Gbagbo, tout ça là, il aurait pu quand même, et Blé aurait pu quand même donner une. On a l'impression que les deux ont plus des comptes personnels à se régler. Oui, c'est ça, je dis, puisque Guillaume Soro a passé ces 3 dernières années à invectiver, vitupérer Ouattara, c'est qu'il ne dit que de sales mots sur lui, mais ce n'est pas aussi bien que ça. Mais moi, je pense que Ouattara, il a eu ce qu'il voulait, il est président, et il est dans son 3e mandat, donc je pense qu'il aurait pu pardonner Guillaume Soro.
Soro. Et Guillaume Soro aussi n'a qu'à revenir à lui-même en disant les mots pas trop durs à l'encontre de cela. Parce qu'il est ivoirien après tout. Il disait que lui, il était rentré en guerre parce que le nord de la Côte d'Ivoire ne bénéficiait pas de quoi, patati patata. Mais il oubliait que Ouattara et lui, s'il venait du nord, je pense que ce sont des frères, ils doivent se comprendre. C'est pour dire que Adam l'a déjà dit, s'il venait à échanger Guillaume Soro contre la venue des nations, ils vont le faire. Et aussi, on pouvait inclure, négocier aussi que quelqu'un vienne le kidnapper aussi, là-bas, là où il est. S'il pensait que s'afficher à côté des présidents militaires peut le mettre en sécurité, une bonne négociation avec ses présidents aussi peut lui coûter une balle dans la tête aussi. Faut qu'il le sache. Donc, il ne faut pas qu'il se caracole par rapport à ses relations et essayer d'infléchir les choses. Moi, je pense que tout ce qu'il peut faire, il peut peser sur ses relations et demander à ce que Ouattara l'amnistie ou bien le reconnaisse comme il voit et le pardonne définitivement. Parce qu'on est dans les taxations de la CEDEAO et tout peut se jouer. Du moins, si par le Togo, on peut le pardonner, je pense que c'est bon aussi, mais il ne faut pas qu'il ait dans la tête de recommencer une nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que Guillaume Soro sait ce qu'il fait? Non, bien évidemment, Guillaume Soro sait où il va parce que vous savez, Guillaume Soro, c'est vrai il avait sa stature de rebelle, mais n'oubliez pas également que c'est un animal politique. Lorsque vous prenez en tout cas la nomenclature des politiques en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro fait partie d'un des acteurs en tout cas les plus craints. Si aujourd'hui Alassane Ouattara essaie de miser son regard sur la personnalité de Guillaume Soro, ça vous dit, c'est quelque part, c'est parce que Guillaume Soro n'est pas aussi n'importe qui. Parce qu'il sait véritablement que aussi bien sur le plan de moyens, de confiance au sein de l'armée, même si ce qu'on donne l'attend aujourd'hui à être coupé compte tenu de la fragilité contenue avec ceux qui étaient, en tout cas les plus hauts perchés qui étaient avec lui, ils n'y sont plus. On a essayé d'enfermer certains d'entre eux. Guillaume Soro a une popularité toujours en Côte d'Ivoire et voire même dans la sous-région. Mais ce qui, de mon point de vue, il fera, vous le verrez dans les prochains jours, je ne suis pas dans les secrets des dieux, c'est de faire en sorte qu'au-delà de ces pays qui sont aujourd'hui en difficulté avec la CEDEAO, qu'ils puissent avoir des pays stables avec lui. Je pense que cela vaudrait pour lui parce que lorsqu'il choisirait peut-être que ce soit le Bénin, le Togo, je n'en sais rien, ça voudrait dire quelque part qu'il rechercherait pratiquement cette réconciliation-là avec Alassane Ouattara que de pouvoir rester dans l'invective, ce qui ne l'arrange pas. Et je pense que jusqu'alors, comme le disait Aklisso, on a vu Guillaume Soro qui était pratiquement, en tout cas, dans le cul de bec avec le pouvoir d'Alassane Ouattara, ce qui n'arrangerait pas, en tout cas, aucun acteur qui pourrait vouloir intercéder entre les deux acteurs, de pouvoir trouver les éléments qui puissent le permettre de convaincre Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui l'acteur clé, en tout cas de la liberté totale de Guillaume Soro. Sans quoi Guillaume Soro peut monter aussi et revenir, il n'aura pas cette paix-là. Parce que de toutes les façons, on peut le dire, il est en terre africaine, mais quoi qu'on dise, il est toujours à l'étranger. Parce qu'il n'a pas, en tout cas, cette plénitude de liberté qu'il aura en Côte d'Ivoire, comme il l'aura dans ces trois pays. Donc, de toutes les façons, ce qu'il va chercher véritablement à faire aujourd'hui, c'est d'avoir des pays stables avec qui il peut négocier avec Alassane Ouattara pour qu'il puisse se retrouver donc, à Abidjan. Guillaume Soro à Niamey, Guillaume Soro à Ouaga, prochainement ce sera à Bamako? Certainement, puisque si nous dressons un programme sur ce qu'il est en train de faire, il veut rallier les poutistes, pour ne pas dire ceux qui ont fait le coup d'État de son côté. Et moi, je le dis, c'est juste pour intimider Ouattara, parce que c'est comme s'il a fait un vocal hier ou avant-hier où il disait qu'il appelait le gouvernement de Ouattara le gouvernement inconstitutionnel. C'est-à-dire que, il y a un tweet qui a circulé comme cela. Je pense qu'il veut se servir de cette alliance des États du Sahel pour pouvoir avoir gain de cause. Mais Adam l'a déjà dit, moi je pense que ce n'est pas la bonne manière. Et puisque quand on dit qu'il prépare la guerre, obtient la guerre. Et la guerre n'arrange personne. Moi, je pense qu'il n'a qu'à revenir à de meilleurs sentiments. C'est vrai que tu peux être embrouillé avec ton mentor. Mais en même temps, on peut aussi se dire, est-ce qu'il prépare la guerre ou c'est aussi une stratégie pour lui de négocier la paix? Oui.
la stratégie au nord de Guillaume Soro. Vous ne le voyez pas dans une logique de paix, c'est ça? Pour le moment, tout ce qu'il dit n'est pas en lien avec la paix. Je viens de dire qu'il a traité le gouvernement de Ouattara de gouvernement inconstitutionnel. Oui. Et je pense que si, par exemple, le Togo devait plaider à sa faveur, le Togo n'aurait pas accepté qu'il maintienne sa posture d'ennemi de l'État ivoirien et que le Togo va intercéder. Que non, il devait se considérer comme un patriote et un patron. Les mots utilisés, le vocable employé, tout doit changer de son côté pour qu'on puisse intercéder. Vous voyez, quand le Mali voudrait que le Togo intervienne entre le Mali et la CEDEAO, je pense que le Mali a changé de position. Ce n'est pas ce que le Mali disait au début. Quand on disait, on faisait la cour, tout c'est comme ça. Donc, ça poursuit certainement qu'il a ce Guetta. Je pense qu'il va dire la même chose. C'est ce qu'il a dit sur Tiani, qu'il a dit également sur Traoré. Donc, il va dire la même chose. Maintenant, quelle est la suite qu'on veut? Est-ce que ça peut lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire de façon glorieuse? Non. Il faut renégocier, il faut revenir à des négociations. Maintenant, ces trois pays, est-ce qu'ils ont pour le moment la force de négocier avec Ouattara pour lui? Moi, je pense non. Je sais pas, je ne fais pas le lot du Togo, mais la meilleure manière de négocier, Adam l'a dit, c'est les États qui ne sont pas en bruit avec la CEDEAO. C'est comme ça qu'il peut faire. Je pense qu'il veut commencer par là pour venir aussi vers ces États. Tant mieux. Mais s'il pense, moi je le dis que c'est l'idée de rébellion qui est derrière, non. Si c'est pour enflammer la Côte d'Ivoire, non. Parce que jusqu'à présent, les Ivoiriens aussi, même si Adam dit qu'il a eu certaines populations, je ne pense pas que les Ivoiriens sont prêts à prendre les armes pour aller encore dans ces genres de choses. D'accord. En même temps, bon, alors maintenant il s'affiche à Niamey, il s'affiche à Ouaga, il s'affichera peut-être à Bamako. Et après? Non, vous savez, même Bamako, c'est pas... Après, vous savez, de toute façon, Guillaume Soro est l'un des acteurs politiques, en tout cas, plus ou moins de la Côte d'Ivoire, à pouvoir indexer Lomé comme étant le pays qui pouvait rentrer en négociation pour la libération des soldats ivoiriens détenus donc en Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire quelque part qu'il sait véritablement qu'il est plus ou moins proche de Bamako que les deux autres pays, notamment le Niger et le Burkina Faso, dont ils viennent donc de franchir le cap. Donc le prochain, l'étape prochaine, c'est vivement de faire en sorte qu'ils puissent trouver des pays stables. Parce que c'est qu'il y aura aussi en Guinée, parce que la Guinée de Conakry est crainte compte tenu du fait que sa position n'est pas aujourd'hui tout à fait claire, ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec les autres pays. Donc, vous ne savez pas de quoi. Qu'est-ce qui vous attend lorsque vous choisirez la route de sinon, il ralliera également ce pays-là pour véritablement... Donc, je suis d'accord, lorsque vous parlez d'intimidation, pour réellement montrer à Alassane Ouattara que son champ d'action s'élargit et naturellement, cela fait craindre. Mais je pense que c'est mal comprendre les choses parce que, comme je l'ai dit, nous parlons entre les États lorsqu'un individu qui, en réalité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 3 ans, n'a plus la force d'antan, en réalité, qui peut faire inquiéter le pouvoir de la Côte d'Ivoire qui est une puissance dans l'UEMOA. Je pense que lorsque les États, la locomotive de l'UEMOA. Tout à fait. Donc, les États, en tout cas, lorsqu'ils vont s'entendre entre eux, lui ne serait peut-être que jusqu'à la monnaie d'échange dans ces détails. Cela ne l'arrange pas. Autre sujet, nous allons rapidement du côté de la République démocratique du Congo évoquer donc l'avancée des rebelles du M23 qui se sont emparés de la ville de Mweso dans le nord Kivu alors que la campagne électorale bat son plein à moins d'1 mois de l'élection présidentielle. Les rebelles du M23 continuent leur avancée dans l'est du pays. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le groupe armé a annoncé avoir pris la ville de Mweso dans le nord Kivu, une cité qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale de Goma. C'est une ville quasiment déserte que ces rebelles du M23 ont pris après un début d'affrontement avec le groupe d'autodéfense de Ouazalendo. Eh bien, ces rebelles sont venus à bout de ce groupe-là. La prise de Mweso marque également une nouvelle avancée du M23 et lui permet donc de couper l'un des axes majeurs entre Goma et le nord de la province. De l'autre côté, le mouvement a également effectué une avancée un peu plus au sud et ne se trouverait plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Saké au nord du lac Kivu. Le M23, on en parle énormément ces temps-ci avec ses avancées spectaculaires face à une armée RD congolaise complètement en déconfiture. Comment expliquer cette puissance d'un mouvement rebelle face à une armée quand même dans un pays très riche qui a les moyens
doter son armée de capacités de résistance. Oui, ce qui m'intrigue, c'est que même le président congolais, Tshisekedi, n'a jamais traité M23 de terroristes. Il appelle aussi les rebelles. C'est ce que nous disons par rapport au Mali. Mais malgré le fait que ceux-là commettent des exactions ici, on sait que la plupart viennent de Rwanda et consorts. Moi, je pense que l'État congolais a démissionné de ses prérogatives parce que je ne peux pas comprendre que un mouvement de rebelles des années qui fait et qu'on n'arrive pas à trouver une solution idoine. C'est vrai qu'on avait négocié entre temps qu'ils étaient rentrés dans l'armée, mais c'est comme si on les méprisait dans l'armée. Ils sont encore sortis pour aller prendre encore des armes. Or, si on a démantelé un mouvement, il devait être difficile pour que ce mouvement se reforme. Je ne sais pas comment on a fait. Est-ce que ce n'est pas aussi un mouvement qui bénéficie de soutien d'un autre État? Oui, c'est ce que j'ai dit. On accuse souvent le Rwanda de l'avoir armé. Je pense que Paul Kagame a plusieurs fois démenti, malgré le fait que les Américains ont une fois, je pense en 2022, démontré que Rwanda est derrière, puisque le RDC est un pays riche, dont le sous-sol est très riche, surtout les diamants et l'or qui circulent dans l'Afrique centrale-Est sont des diamants venant du RDC et ça profite également aux puissances étrangères. Donc l'instabilité de ce pays profite à beaucoup de personnes, pas seulement aux puissances étrangères, mais également les pays d'à côté. Donc moi, ce que je ne comprends pas, on pouvait sursoir à l'élection et régler le problème durement au lieu de persévérer dans la campagne en voyant des gens mourir chaque fois. Et aussi, pourquoi entre-temps, je pense que si c'est pas de la CEMA qui avait décidé d'envoyer un groupe armé là-bas, je ne sais pas que l'armée, ce groupe a été très faible ou quoi, et pourquoi ne peut-on pas désarmer totalement ce mouvement pour qu'il y ait la paix dans RDC? Moi je ne comprends pas. Maintenant, comment ce mouvement a trouvé les moyens financiers, militaires, matériels? Il faut savoir que le Congo est tellement vaste que l'État congolais n'arrive pratiquement pas à contrôler 50% du pays. Donc vous voyez, entre-temps, comment on appelait celui qui était le président de TP Mazembe, Katoubi, même avait son armée, et quand on le menaçait, ces milices aussi ont brandi des armes. Donc, c'est comme si on serait dans une poudrière où tout le monde peut faire ce qu'il veut au moment où il veut. Donc, moi, je pense que l'un des problèmes, malheureusement, qu'on n'est pas au niveau de la CEDEAO, que l'Union africaine devait régler, c'est que d'assainir les États où la gestion ne soit plus opaque, qu'on ait moins de rebelles et plus de patriotes pour que le pays avance, parce que ça n'arrange rien dans le développement de RDC. Et s'il y a lieu à s'entendre avec ce mouvement pour que le pays évolue, c'est bon, parce que on dit qu'ils prennent trois villes en otage. Et moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a l'armée quand même dans ces pays, dans ces villes où ce sont les civils qu'on arrive à évincer facilement? Parce que ce n'est pas normal qu'on dise que depuis 5 ans, que ce mouvement qu'on identifie, on sait là où ça se trouve, mais on n'arrive pas à l'éradiquer, à moins que la population soit complice également de tout ce qui se passe. Moi, je pense que c'est une sorte de désaveu du gouvernement face à ce qui se passe dans Kivu. Justement, la question qu'on se pose également quand on a un mouvement qu'on appelle mouvement rebelle, qui avance, qui prend le contrôle de territoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de déplacés. Finalement, qu'est-ce que ce mouvement revendique? On n'arrive pas vraiment à comprendre. Non, vous savez, il est très difficile de pouvoir, en tout cas, clarifier clairement les revendications du M23, compte tenu du fait, de toute façon, aujourd'hui, que vous prenez la RDC, le pouvoir central de la République démocratique du Congo, comme ailleurs d'ailleurs même, on essaie de pouvoir lier ça aux visées expansionnistes donc, du Rwanda. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le Rwanda a démenti, mais au même moment, on constate que on ne peut pas avoir sur un territoire... En tout cas, on sait que lorsque vous prenez, que ce soit les groupes terroristes ou les rebelles, ils ont une forte capacité de résurgence. C'est ce qui fait que, quels que soient les combats que vous menez, et vous l'avez dit tantôt en parlant donc de la complicité, vous ne pouvez pas vous installer dans
ces zones-là sans réellement avoir donc des complicités internes avec la population. Et ces complicités-là se nourrissent véritablement donc de la pauvreté qui est très endémique dans ces localités-là. Donc c'est très facile. Mais au même moment, moi, ce qui m'intrigue en réalité, c'est le fait que, vous l'avez dit, lorsque vous prenez depuis 5 ans que ces mouvements sont là, nous n'avons pas vu en réalité, à part, en tout cas, la question diplomatique qui est plus accentuée sur l'un des pays ou l'autre sans véritablement rentrer donc en action. C'est vrai qu'il y a des alliances, que ce soit des pays qui essaient d'aider la RDC à combattre ces rebelles-là, mais au même moment au niveau de la RDC, on n'a pas vu un engagement lié au président Tshisekedi qui veut véritablement doter son armée, puis qu'elle soit une armée puissante à pouvoir véritablement venir à bout de ces rebelles-là. On essaie plus s'intéresser par les questions politiques, etc. Et donc moi je me dis, cette volonté, en tout cas c'est un désaveu, comme Aklisol l'a dit tantôt, que personne ne peut nier aujourd'hui. C'est vrai que la question politique qui, aujourd'hui, parce que le M23 veut véritablement encore exprimer sa capacité de nuisance, étant donné que nous sommes à quelques mois, en tout cas à quelques jours des élections présidentielles. Il faudrait véritablement donc empêcher, en prenant certaines localités où on ne pourra pas organiser les élections. C'est également une façon de mieux s'exprimer. Mais la RDC, en tout cas, cela n'émeut personne compte tenu du fait que c'est un pays qui est habitué à pouvoir en tout cas, faire en sorte que les élections, même si elles ne se passent pas dans la totalité des régions, elles peuvent quand même organiser des élections dans des localités, rattraper plus tard dans les autres localités. Donc, de toutes les façons, ils savent qu'il y a cette option-là qui est possible. De toutes les façons, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il avance doucement sur la question politique, dont il n'avait pas aussi le choix. Il n'a pas le choix compte tenu du fait de la pression interne qui pèse sur lui, mais également de pouvoir montrer son hégémonie et son assise sur la politique intérieure du pays, de prouver véritablement. Il a dit récemment, lors d'une sortie, que en tout cas, les alliances d'où viennent, en tout cas, ne le font pas peur. Et réellement, aujourd'hui, il veut véritablement le prouver. Donc, cette question est remise au calendrier grec. Ce n'est plus une question qui le préoccupe en tant que telle, mais également, c'est une question assez sensible parce que cela pèserait sur, en tout cas, les élections à venir. C'est pourquoi la question diplomatique l'intéressait davantage. Il ne voulait pas aussi que, en tout cas, le Rwanda puisse être en concession avec lui. Cela risquerait d'entacher en réalité cette popularité que les sondages d'opinion essaient donc de lui offrir, mais également avec ces alliances-là qui se nouent autour de lui. Même ce que je conteste véritablement, il faudrait quand même que ce soit lui qui gagne les élections, il faudrait quand même qu'on ait un président qui soit élu, qui dit aujourd'hui je doute, je fais en sorte que mon armée soit une armée puissante qui puisse se battre et éradiquer cette loi comme nous l'avons constaté au Mali et investir véritablement dans une armée qui devient plus forte que de pouvoir être en arrière-plan en sollicitant les alliances que d'ailleurs même d'autres refusent si vous prenez aujourd'hui la CEDEAO. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous regardez les grands thèmes de la campagne qui s'est ouverte depuis quelques jours déjà, que la question de la sécurité dans la partie est du pays est une question qui préoccupe les candidats? Non. Vous voyez, et c'est vrai que il y a deux candidats qui disaient que l'unicité du Congo est primordiale. Mais depuis Kabila qui est passé jusqu'à Tshisekedi et ceux qui vont venir, je pense que Adam le dit, ils sont plus préoccupés par les questions politiques que les questions sécuritaires ou socio-économiques du pays. Parce que une fois qu'ils contrôlent Kinshasa et consorts, ils sont à l'aise. Parce que même les vols entre Kinshasa et les autres régions, il y a eu des accidents, il y a des crashs chaque fois, mais vous ne verrez pas le président intervenir pour dire rien du tout. Donc c'est comme si une fois que tu es à Kinshasa, bon, tout va normal et il s'en fiche. C'est ce que moi je dis. Ici, c'est comme chacun ne se soucie pas de problèmes réels du pays. Parce que Tshisekedi est là à combattre ses opposants, mais il n'est pas là pour protéger sa population. C'est ce que moi, ce qui m'indigne. Parce que il est là à mettre des mécanismes en place pour empêcher catégoriquement Kabila de revenir en force et affaiblir ses opposants. Mais
comment ne pas trouver des mécanismes adéquats, des moyens adéquats pour renforcer le nord et l'est de Kivu chaque fois que nous entendons ce genre de choses. Et c'est comme si personne ne savait. Ou carrément, cette zone profite à tout le monde. C'est-à-dire qu'il laisse délibérément les choses se produire et tout le monde peut voler, puisque quand il y a la guerre dans un milieu, on ne fait plus les comptes comme il le faut. Donc, il n'y a plus la Cour des comptes, on ne sait pas, on appelle ça l'économie brouillée, c'est l'expression, où tout le monde vole ce qu'il veut. Donc, le président aussi profite, et les rebelles profitent, et d'autres personnes aussi profitent. Donc, c'est en cela, puisque le même milieu, on avait même dit en tant que les Chinois maltraitaient les Congolais. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune communication qui est sortie du président pour condamner ces choses aussi. On voit les enfants aller dans les mines, des enfants de moins de 10 ans aller dans les mines, les femmes martyrisées, mais on n'a rien, le président n'a rien sorti comme communiqué pour condamner ces gens de choses. Donc c'est comme si cette zone, elle laissait pour compte, on s'intéresse qu'aux ressources du sous-sol, le reste, on s'en fout. Donc moi je pense que les Congolais, depuis le président jusqu'à n'importe quel parti politique ou politicien, doivent revenir à de meilleures situations pour savoir que toutes les parties, toutes les régions, toutes les préfectures, toutes les étendues du territoire national doivent être sécurisées d'une manière ou d'une autre, et ils n'ont qu'à donner des moyens à leur armée s'il le faut, qu'ils achètent des armes de nouvelle génération pour qu'on puisse combattre. Parce que il y a l'année passée, les rebelles ont utilisé même une arme qu'on dit même que l'armée régulière n'en a pas. Donc ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a les moyens financiers. Une seule personne au Congo est milliardaire et on ne peut pas payer des armes, acheter des armes qu'il faut aux militaires. Et c'est normal qu'un jour qu'on entende qu'il y a un coup d'État aussi là-bas parce que les choses ne vont pas bien. Donc moi je pense que si on ne fait rien, on va encore aussi entendre du manager un jour qu'il y a eu coup d'État en RDC. Ce qu'on ne souhaite pas sur le continent. On passe maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler donc de cette enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid. L'annonce avait été faite il y a quelques semaines. Une vingtaine de députés s'étaient regroupés dans une commission d'enquête parlementaire pour s'enquérir de la gestion qui a été faite des fonds Covid. La commission parlementaire donc s'est chargée de l'enquête sur l'utilisation des fonds Covid a eu à convoquer hier vendredi plusieurs ministres afin de clarifier comment l'argent destiné à la lutte contre la pandémie a été employé. On avait le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, le ministre ADJ, ministre de l'urbanisme, le ministre des droits de l'homme, Christian Trimois, le ministre de l'eau, le général Damham Yark, le ministre de l'économie a déclaré, je cite, notre objectif est de rendre les choses compréhensibles pour la population. Certaines interrogations précises ont reçu des réponses que nous considérons ambiguës. Le rapport de la Cour des comptes, bien qu'un document technique, demeure peu accessible pour les novices. Il faut dire que ce rapport de la Cour des comptes avait été jugé globalement satisfaisant, mais des doutes ont été émises sur des indices de fraude et de corruption, ce que les députés cherchaient à clarifier. D'abord, avant d'aller dans le fond même des travaux de l'enquête parlementaire, dont on aura certainement les résultats dans les prochains jours, le fait que le Parlement s'intéresse à un sujet, veut mettre sur pied une commission d'enquête, alors qu'on avait dit entre-temps circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde s'était posé des questions. À quoi jouaient les députés? Oui, vous savez, Samia, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un facteur, sinon un passif, qui pèse jusqu'au jour d'aujourd'hui sur cette législature-là. Parce que, de toute évidence, à partir du moment où vous n'avez pas tous les éléments, à main, et cette intervention des ministres au regard de ce doute-là qui pesait sur l'utilisation de ces fonds-là, je pense que ça a été un sujet qui a été expéditif à l'Assemblée nationale. Et si ça ressurgit, de toutes les façons, la population togolaise est pratiquement dans un flou total. Et cela ne va pas vous étonner du fait que cette crise de confiance liée justement donc à cet aspect-là puisse donc persister. Je pense qu'il n'y a pas plus que hier où ces députés-là ont convoqué également ces ministres-là
et en les confrontant en réalité donc avec les éléments nouveaux, et étant donné que ces députés-là sont allés eux-mêmes, parce que c'est une commission d'enquête, donc elle avait la latitude de pouvoir explorer un certain nombre de pistes qui n'étaient pas évidemment le cas par le passé, de poser aussi des questions. Puisque entre-temps, c'est vrai que on avait cru sur parole, en tout cas ce qui était donc contenu sur les écrits, et ce qu'a essayé d'évaluer en tout cas la Cour des comptes. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait avoir aussi un bémol, parce que nous étions dans une période exceptionnelle. Mais s'il faudrait que la Cour des comptes ne puisse pas tenir compte de cette période exceptionnelle, de pouvoir donc faire les choses ou évaluer pratiquement ces ministres-là comme cela se faisait entre-temps ou dans une période comme étant une période normale, je pense qu'il y a motif à pouvoir véritablement donc discuter. Parce que lorsque vous êtes dans une période normale, c'est différent. Nous sommes dans une période où il y avait des procédures exceptionnelles et d'urgence qui se posaient. Il faudrait tenir compte de ces aspects-là. C'est ce qui avait soulevé un certain nombre de ministres pour justifier en réalité le fait que les députés, d'une manière expéditive, avaient fait tourner cette page-là. Mais la grande question, si cette question-là a ressurgi, je pense que quelque part, si même on ne l'a pas dit à l'opinion, ça voudrait dire quelque part que cette réjouissance-là n'émanait pas donc de l'Assemblée nationale. Il y a eu fondamentalement un aspect, en tout cas une voix externe, qui a voulu véritablement que les députés puissent aller toucher du doigt ce qui s'est réellement passé pour éclairer la lanterne de l'opinion. Mais on se pose la question, nous, en tout cas, on voit qu'est-ce qu'on cherche réellement. Est-ce qu'on veut la tête de quelqu'un? Est-ce que c'est pour véritablement tourner la part de l'impunité, comme cela se dit dans l'opinion togolaise? Personne ne saurait le dire, mais de toutes les façons, les confrontations à l'Assemblée nationale, il y a, en tout cas de mon point de vue, une appréhension du fait que véritablement il y aura cette part de l'impunité, où ces actes-là, s'ils sont avérés, que les gens puissent être... Qu'il y ait des sanctions, justement. Ce qui a été difficile également, avec les soins à comprendre, c'est que dans le cadre de ce rapport qui était sorti, des députés sont passés à l'Assemblée nationale, des ministres ont présenté les grands points du rapport, se sont défendus, qu'il n'y avait rien à voir. Et on avait entendu beaucoup de députés dire « Nous sommes satisfaits, il n'y a pas eu de détournement ». Et qu'après, ces mêmes députés reviennent pour former une commission d'enquête. On est dans la République de la contradiction? En fait, moi je pense que c'est ça, vous avez dit. Parce que moi, je pense qu'on est en train de torturer la mentalité de la population. Parce que vous ne pouvez pas acquiescer quelque chose et au même moment vous dire. Parce que les députés, là, je pense qu'ils sont confrontés à des élections prochainement. Et je pense que chacun aura redoré son blason. Et n'oublions pas que cette commission, les gens auront des primes par rapport à la commission. Et en politique, vous multipliez des recours, vous multipliez des choses pour pouvoir traîner les choses jusqu'à, on va voir où ce que nous allons passer. Adam m'a posé la question, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la tête de quelqu'un, ou parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes satisfait et rouvrir une enquête sur le dossier que vous avez trouvé satisfait. Bon, moi, je pense que j'ai lu ceux qui ont composé cette commission. Il y a presque tous les partis parlementaires qui sont dedans. J'ai vu, il y a PDP dedans, il y a NET dedans, il y a UFC dedans, il y a UNIR dedans, il y a Bâtir dedans. Donc, je pense que ils ne vont pas sortir quelque chose de nouveau qu'on n'a pas déjà vu. Et c'est juste encore dire que une partie a été floue qui vont éclaircir. Sauf que moi, je ne pense pas, étant donné que il n'y a pas un aspect de condamnation avant qu'on nous avait énoncé, parce que la Cour des comptes n'a pas dit qu'on a volé. La Cour des comptes dit qu'il y a des irrégularités. Et la Cour des comptes a un patron à qui elle a rendu comment son rapport, c'est le président. Et si le président n'a pas trouvé de mot par rapport à cela, je ne pense pas que les députés puissent outrepasser cela, étant donné que
n'oublions pas qu'on est à majorité, comment dire, le parti uni est majoritaire. Et s'il y a une décision à voter, je pense que le parti uni remporterait. Ce que la population demandait, c'est plutôt comment les ministres avaient dit que ils ont pris des sommes pour payer des voitures, alors que les sommes là étaient destinées à autre chose. C'est que la population pensait qu'il y a détournement une fois que la somme a été affectée pour un travail que vous fassiez. Détournement d'objectifs. Vous avez détourné l'objectif par rapport. C'est ce que la population ne comprenait pas. Et s'il faut trouver un vocable simple pour expliquer à la population, c'est tant mieux. Mais je pense réellement que on va encore, la crise de confiance va encore s'aggraver parce que c'est pourquoi quand il y a un dossier qui est sorti sur un ministre, tout le monde dit en même temps que le ministre a volé parce que à partir de ces genres de choses, on est en train de faire croire à la population que il n'y a personne qui est sain au sein des ministres. Mais en réalité, et ces enquêtes, en réalité, à mon niveau, on devait prendre les journalistes qui ne sont pas au Parlement ils vont faire partie de l'enquête. On prend la société civile, fait partie de l'enquête, une partie des députés fait partie de l'enquête. Comme ça, un résultat loisible et plausible sortira. Mais si on prend des députés entre eux simplement, je pense que... Bon, ça, c'est une commission d'enquête parlementaire. Donc oui, on peut ouvrir une commission d'enquête parlementaire qui n'est pas formée uniquement des députés. C'est-à-dire que... C'est pas parlementaire. Là. Non, c'est ça. Non. Ça peut être une enquête indépendante. Ce que je dis, aux États-Unis, vous voyez, le Sénat peut convoquer une enquête, mais on prend un procureur indépendant, c'est-à-dire que c'est le Sénat mais on prend un procureur ou je donne le cas de il choisit un procureur indépendant qui commissionne tout. Et c'est lui qui dépose le rapport à la fin de compte. Mais ici, vous voyez, c'est entre les députés, sont des amis, sont tout ça là. Est-ce que quelque chose sortira de plus que ce qu'on avait déjà? Est-ce qu'on nous dira maintenant que oui, tel ministre sera inculpé parce qu'il a mal utilisé tel... Non, on va le justifier. Ce sont des justifications qu'on veut nous donner en réalité dans cette enquête. Justement, c'est ça qui fait que beaucoup avaient émis des doutes. Est-ce qu'aujourd'hui, Adam Adjorno, vous pensez que les députés, la commission qui arrive à la fin de son travail, qu'elle va dire quelque chose qu'on ne sait pas déjà? Je pense que je suis un peu... je dirais oui et non également, parce que lorsque vous suivez, je n'y étais pas, mais ce qui nous est rapporté lorsque vous suivez un peu les débats, l'impartialité qu'il y a eu entre les débats, la question n'est pas une question de groupe parlementaire qui viendrait donc couvrir un ministre ou pas. Lorsque vous voyez ce que... Selon des mots qu'on attribue au ministre, il disait que mon rôle n'est pas de protéger un ministre en particulier. Tout à fait. Et ça a été démontré. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi les membres de la Cour des comptes qui étaient là et c'était pratiquement un débat contradictoire entre eux-mêmes d'abord, puisque les députés sont allés voir de visu, toucher du doigt ce qui a été fait. Et c'est par rapport à ça qu'eux, ils posent des questions aussi bien à la Cour des comptes qu'aux ministres mis en cause. Donc, vous convenez avec moi que la question aujourd'hui, c'est une question qui incombe à toute la population togolaise. Donc, je pense que les questions de groupe parlementaire sont mises de côté aujourd'hui. Puisque lorsque vous suivez véritablement, donc je pense que l'impartialité est faite. Mais au même moment, moi ce qui m'intrigue réellement, c'est qu'à la fin, qu'on puisse retrouver pratiquement, qu'on puisse retourner à la table, à la carte de départ, à un moment où ces ministres-là sont préoccupés aujourd'hui par le budget. Parce que pour nous, les Togolais, de toutes les façons, si demain, ou pratiquement cette commission, après, en tout cas le rapport qui sortira, on n'aura pas quelque chose de nouveau. Pourquoi perdre le temps aux Togolais à pouvoir retourner sur une enquête? Or, les gens sont préoccupés aujourd'hui par autre chose. Il y a aujourd'hui, vous constatez que la pauvreté, à ce moment-ci, on parle, il y a des gens, que ce soit la communauté internationale, aujourd'hui, vous avez écouté hier sur RFI, comment on essayait donc de parler des questions électorales. C'est ce qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, parce qu'on sait qu'à la fin, il n'y aura rien de nouveau. Maintenant, pourquoi, en tout cas, cette théâtralisation de la situation si on ne pourra pas avoir des éléments nouveaux? Si à la fin, on aura les mêmes questionnements, parce que de toutes les façons, les Togolais, au jour d'aujourd'hui, ont déjà tourné cette page-là, parce qu'ils savent véritablement que rien ne sortira de nouveau. Donc, il y a pas, moi, je ne trouve pas de raison pour qu'on puisse stagner sur cette question si, en réalité, à la fin, il n'y aura rien de nouveau. Puisque les ministres essaient de justifier avec ce qu'ils ont sous la main. Et comme je l'ai dit, la Cour des comptes, en tout cas ce qui nous est rapporté, la Cour des comptes a essayé de pouvoir juger la Cour comme si on était dans une période normale. Les ministres disent non, on était dans une période d'exception
et qui nécessitait des mesures exceptionnelles. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce que la Cour des comptes avait fait ne peut pas être justifié par rapport à une période normale comme nous étions en Covid-19. Donc, à la fin, on n'aura rien de nouveau. Donc, essayer de quand même de passer c'est comme dire à autre que chose. si on se justifie de cette manière, c'est comme dire, bon, de toute façon, la période imposait ce qu'on a fait, donc nous sommes clean, il n'y a rien de mal. Pourquoi on fait une enquête? En réalité, c'est que le Togo n'a pas inventé la roue. En état en état d'urgence, en réalité, les comptes ne sont pas normaux. Les comptes ne sont pas normaux. Tout ce qui se passe, on ne le contrôle pas comme si on était dans un état. C'est pas comme ça. Normalement, même, dans la gestion lors d'un état d'urgence, on ne rend pas compte. Parce que. Oui, mais en même temps, moi je comprends, hein, mais ça n'empêche pas, quand vous voulez passer une commande en état d'urgence, que la structure puisse avoir, par exemple, un quitus fiscal, puisse avoir un certain nombre de documents. On n'a pas besoin de 10 ans pour fournir ces documents. On s'assure que c'est une structure qui est en règle, mais on a tous lu le rapport de la Cour des comptes, même si on n'a pas forcément compris toute la subtilité du langage, mais on a compris quand même qu'il y a des marchés qui ont été passés avec des structures, il n'y avait pas les pièces élémentaire pour prouver que la structure était régulière. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça, je suis en train de... Quand on met ça, on dit, bon, c'est période exceptionnelle, donc imaginons que dans un état normal, la commande doit prendre 3 semaines à 1 mois. Quand on est en période d'état d'urgence, quand on traîne, ça va créer d'autres problèmes qu'il ne faut pas. Donc, on peut même laisser commander, on peut commander d'abord et vérifier les pièces ensuite. Et peut-être dans la vérification des pièces, on constate que les choses ne sont pas réelles, mais on a déjà fait la commande. Ce qu'on reprochait, c'est qu'on demande qu'à une personne commande jusqu'à des milliards. C'est ça que les gens reprochaient. Mais est-ce que dans la période là, moi je le dis, en droit, en état d'urgence, tout n'est pas normal comme il le faut. Mais moi je pense que le problème où je dis qu'on est en train de torturer, de brouiller les Togolais, c'est qu'on est à un moment où les élections qui doivent se tenir en décembre ne peuvent plus tenir en décembre. Où les fichiers électoraux créent problème. Où il y a tout un tas de choses à régler et on amène encore ça. C'est qu'on veut lancer non, parce qu'on a amené, ça fait quand même plusieurs semaines. Non, Samuel, n'oublions pas que les députés avaient reçu le document là avant de dire qu'ils étaient satisfaits. La Cour des comptes leur a donné le document. C'était public même, le document était public. Avant de dire qu'ils étaient satisfaits. Maintenant, quel est l'élément nouveau je pense qu'on est en train de brouiller la population. Oui, mais surtout, Samuel, moi je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous avez posé la question de quitus fiscal, etc., vous savez, celui qui sort perdant, et moi je pense que j'avais fait un article là-dessus, c'était véritablement l'OTS. Si vous parlez de la question des quitus fiscales, etc., vous savez, à période exceptionnelle que vous prenez chaque marché public dans tous les départements, il y a des gens qui sont enregistrés. Et chaque fois, vous savez, lorsque vous prenez Togo Presse, il y a de ces offres-là qui se posent. Vous êtes prêts, disposés, lorsque nous avons des périodes d'exception comme ça, ou des marchés gré à gré, c'est vous qu'on consulte. Donc moi, je pense que nous sommes dans un régime déclaratif. C'est ce qui pose problème. On pense que l'OTR a été donc victime. De toutes les façons, le régime déclaratif, que c'est, en tout cas, les termes de marché public qui sont, je pense, les adjudicataires, qui ont déclaré, est-ce que c'est conforme? Parce que tout le monde, l'OTR peut aller vérifier entre ce qui avait été commandé aussi bien dans ces marchés publics et ce qui a été déclaré. Si ce n'est pas conforme de toutes les façons, que l'OTR frappe. Et du coup, voilà, vous avez eu entre-temps ces marchés-là qui sont des marchés publics. Voilà ce que vous avez déclaré, qui n'est pas en adéquation avec ce que vous avez eu. Donc, de toutes les façons, l'OTR peut quand même réclamer à ce que le trop perçu qui a été donc dissimulé puisse être versé à l'OTR. Et puis, bon, la paille est tournée. Nous savons que personne ne sera sanctionné dans ce cas de figure-là. De toutes les façons, chacun se défend d'après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais ce qui nous impose, c'est qu'on puisse rafouler les caisses de l'ETR, puisque c'est ce qui est la dividende, en tout cas commune à tous les Togolais. C'est ce qui nous impose. Sinon, le reste, je ne sais pas, les Togolais aujourd'hui, ce n'est pas leur préoccupation majeure. Leur préoccupation majeure, à quand les élections législatives? On parle de budget actuellement. Est-ce que ce budget-là, nous avons, voyez-vous, il y a des concours qui sont passés. Depuis là, les gens attendent. 2 ans. Est-ce qu'on aura dans ce budget-là des lignes qui vont prendre encore pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi? Des concours, vous l'avez dit, 2 ans, même plus. Parce que le dernier concours fait 2 ans, il y en a avant ça.
qui ne sont pas proclamés. C'est ce qui préoccupe les Togolais. Moi, je ne sais pas pourquoi cette question de truc-là qui revient, ce n'est pas la préoccupation des Togolais. Je pense que l'OTN n'a qu'à faire son travail, compte tenu du fait que les gens avaient eu les marchés. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Si ce n'est pas en conformité, que l'OTN frappe et reperçoive, c'est ce qui nous importe. En tout cas, nous savons pertinemment que personne ne sera sanctionné. Ce qui nous importe, c'est que l'OTN ne perde pas. C'est tout. De toute façon, c'est les députés qui ont voulu voir plus clair. Non, je pense que ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont voir plus clair. Ils sont vite allés à la maison. Ils devraient voir clair avant de dire qu'ils étaient satisfaits. Normalement, si on était dans un état où la population a une société civile forte, c'est contre les députés qu'on devrait porter plainte. Parce que c'est eux qui nous avaient dit qu'ils sont satisfaits. Et parce que les députés ne sortent pas comme ça, et ils doivent être prompts à la déclaration. Mais eux, ils disent des choses et après, ils se retraitent. Ils vont, si cette commission d'enquête va nous dire autre chose de contraire, mais qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils ont dit qu'ils étaient satisfaits. Donc, je pense que c'est quoi dire qu'on embrouille la population parce que tout le monde. Non, embrouiller même, c'est orienter le regard à autre chose qui ne les intéresse pas que l'essentiel qui les intéresse. Puisque nous, pour le moment, on veut savoir. Il y a des questions de fichier électoral, il y a des choses que les députés doivent tenir compte. Jusqu'à présent, le Parlement ne nous a pas dit qu'en février, il y aura élection ou pas. Ils n'ont rien dit. Donc, on est en train de faire autre chose. Et surtout, et ça, ce qui est important, c'est que les députés là, ce qui importe la jeunesse aujourd'hui, les députés là, depuis que ces concours sont là, aucun député n'a levé le petit doigt pour demander à ses ministres, au gouvernement, à quand proclamer la proclamation de ces résultats. Non. Les jeunes sont là. C'était même départ d'ailleurs aujourd'hui. On a permis même d'enrôlement des enseignants volontaires. Régulation de leur situation dans l'année en train de finir. Mais on n'a pas fait. C'est pas les préoccupations aujourd'hui des Togolais. Moi, je pense que le gouvernement, et surtout l'Assemblée nationale, il y a des questions de préoccupation majeures. Ce n'est pas la question là. D'accord, messieurs. Merci Adam Adjronou d'être passé dans cette émission. Plaisir. Un plaisir de vous avoir revu à nouveau. On est dans le même pays, dans la même ville, on se voit très rarement. À Clesson, merci également d'être passé. Togo est grand. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain.